Jouéon est un chasseur de Baran qui a été piégé pour accepter une mission dont il ne pouvait pas survivre par un homme nommé Tajun Kuan, et il se retrouve maintenant confronté à son équipe qui a été complètement massacrée par un monstre serpent géant, et il est le prochain sur le menu. À sa décharge, il livre un très bon combat contre cette chose, mais sa force n'est tout simplement pas suffisante car son épée se brise, et malgré ses meilleurs efforts pour éviter de se faire dévorer, il finit quand même par se faire mâcher les jambes par le monstre serpent, et à ce moment-là, il savait que c'était fini pour lui. Il parvient tant bien que mal à ramper hors de l'emprise du serpent et tente de ramasser son épée brisée pour pouvoir continuer à se battre, mais le serpent se relève d'abord et s'apprête à l'achever. Juste avant que le serpent ne lui arrache la tête, il se fige soudainement devant lui, comme si le temps s'était complètement arrêté. Jouéon entend alors une voix résonner dans sa tête, et elle se moque de sa situation désespérée parce que, quel que soit le choix qu'il fera ici, il finira par mourir. Jouéon reconnaît la voix comme celle d'un artefact et la supplie de l'aider à se débarrasser du monstre serpent, mais la voix lui dit qu'elle ne lui sera d'aucune utilité car ses jambes ont déjà été arrachées et il perd beaucoup de sang, donc il ne survivra pas encore longtemps, et même s'il parvenait à arrêter l'hémorragie, comment compte-t-il sortir de ce tombeau? Parce qu'il ne pourra certainement pas marcher. Elle dit que c'est dommage que quelqu'un avec autant de potentiel inexploité finisse par mourir dans un endroit comme celui-ci, mais Jouéon dit qu'il n'a pas fini comme ça parce qu'il le voulait, et alors qu'il repense à sa vie, la seule chose qui lui vient à l'esprit est son désir de se venger de Tajun Kuan pour ce qu'il lui a fait. Voir Jouéon si rempli de rage et assoiffé de vengeance même s'il est à la porte de la mort amuse l'artefact, qui décide qu'il pourrait finalement valoir la peine de l'aider et accepte de lui prêter son pouvoir, révélant sa vraie forme comme étant un corbeau. Il lui dit de revendiquer le trône du vrai roi s'il pense être capable d'un tel exploit, et après cela, il vole directement dans le corps de Jouéon. La prochaine chose dont Jouéon se souvient, c'est qu'il est assis dans un poste de police, et l'une des premières choses qu'il remarque, c'est que ses jambes sont revenues, ce qui le déroute vraiment, mais pas autant que le fait qu'il n'est plus dans le tombeau. Il se demande encore ce qui se passe quand l'officier de police assis en face de lui dit de s'asseoir et de répondre rapidement à ses questions parce qu'ils veulent pointer à l'heure pour la fête du Nouvel An. En entendant cela, Jouéon regarde le calendrier et, à sa grande surprise, il est écrit que l'année est 2025, mais cela ne peut pas être juste car d'après ses souvenirs, 2025 était il y a 15 ans. Il commence à se demander s'il est vraiment possible qu'il ait été renvoyé dans le passé, mais juste à ce moment-là, une femme s'approche de lui et se met à crier parce qu'il fait perdre leur temps ici. Jouéon a l'impression de se souvenir de son visage de quelque part, et quand il regarde et aperçoit son fils avec un large sourire, il se souvient enfin de quoi il s'agit. Le gamin a essentiellement essayé de le provoquer pour le faire réagir et le pousser à se battre, et avant même que Jouéon n'ait pu faire quoi que ce soit, le gamin est tombé par terre en faisant semblant d'avoir reçu un coup, et après cela, la mère du gamin l'a traîné au poste de police pour ça. Jouéon essaie de se rappeler comment cette situation s'était résolue la dernière fois, et il se souvient comment la mère avait essentiellement exigé un montant de règlement exorbitant, et il avait été forcé de se mettre à genoux et de supplier pour qu'elle réduise le montant parce qu'à l'époque il n'avait absolument pas d'argent. La mère commence à s'impatienter car Jouéon regarde dans le vide depuis un moment, donc elle lève la main et s'apprête à le gifler, mais soudain, les années d'entraînement de combat intensif de Jouéon s'activent face à la menace de blessure corporelle, et il attrape son bras avant qu'elle ne le frappe. Cela choque tout le monde sur place, y compris lui, car il ne pensait pas que son corps serait capable de bouger aussi vite à ce stade, mais passant outre, il lui crie dessus et lui dit d'arrêter déjà parce qu'ils savent tous que c'est son fils qui a commencé cette bagarre, et pourtant elle est là à exiger une compensation aussi scandaleuse pour ce gamin gâté. Le garçon entend Jouéon l'appeler un gamin gâté et se fâche, donc il se précipite sur lui, mais les compétences de Jouéon s'activent à nouveau, et avant que le garçon ne puisse le frapper, il effectue un judo flip qui projette le gamin au sol. Faire cela confirme définitivement à Jouéon qu'il a conservé toutes les compétences de combat qu'il a acquises au fil des ans, et si tout se passe comme la dernière fois, il devrait enfin pouvoir renverser la situation en sa faveur. Cependant, un instant plus tard, il revient à la réalité et réalise qu'il vient de faire un judo flip au gamin au milieu d'un poste de police, donc il va certainement avoir des problèmes pour ça. Quelques minutes plus tard, Jouéon est enfermé dans une cellule de prison pendant que la mère crie qu'il a frappé son fils, et il aurait pu plaider la légitime défense pour éviter d'être enfermé, mais honnêtement, il s'en fiche puisque, dans quelques jours, une fois que les reliques apparaîtront, le monde deviendra de toute façon un désert sans loi, donc un casier judiciaire n'aura pas beaucoup d'importance. De plus, comparé à tout ce qu'il a traversé dans sa vie précédente, passer quelques heures dans une cellule de prison n'est pratiquement rien. D'après ce dont Jouéon se souvient, cette année, de violents tremblements de terre commenceront à se produire partout dans le monde, et des structures appelées tombeaux émergeront, et ces tombeaux contiendront des artefacts possédant un pouvoir immense, et par conséquent, des gens du monde entier s'aventureront dans les tombeaux à la recherche de ces reliques. Par chance, Jouéon était l'une de ces personnes, et il a réussi à tomber sur une relique dans un tombeau après d'énormes efforts et un travail acharné,
et il pensait que cela allait être son ticket pour une belle vie puisque l'excavation de reliques était très lucrative. Mais il aurait dû savoir que ce ne serait pas si facile car peu de temps après, de grandes entreprises ont commencé à monopoliser les donjons, faisant en sorte que personne à part elles ne puisse avoir accès aux reliques. Puis elles vendaient ces reliques pour des millions aux enchères. Au début, les gens ont essayé de résister aux entreprises parce que ce n'était pas juste qu'elles aient exclu tout le monde des tombeaux, mais avec la puissance de feu militaire dont elles disposaient, personne n'a pu leur tenir tête. Les gouvernements n'ont pas non plus pu les arrêter car les reliques étaient déjà devenues trop précieuses pour être ignorées, et quiconque avait assez de pouvoir voulait les contrôler. Pour la plupart des gens, c'est là que leurs rêves de pillage de tombeaux se sont terminés, mais Jouéon était une exception car, grâce à ses compétences exceptionnelles en matière de pillage de tombeaux, il a été recruté par un homme nommé Tajun Kuan, le président de TKBM, un grand monopoliseur de donjons, et par conséquent, il a été autorisé à continuer le pillage de tombeaux, mais il a également été forcé de gérer tout le sale boulot de Tajun, la contrebande, le vol et le meurtre pour des reliques, tout cela uniquement pour remplir les poches de Tajun, et la seule raison pour laquelle il supportait tout cela était qu'il pensait que c'était sa seule chance d'avoir une vie meilleure. Cependant, à la fin, il a eu la malchance de tomber dans un piège dans le dernier tombeau qu'il a pillé. Il ne veut pas que cela se reproduise, donc il doit se préparer à tirer pleinement parti des tombeaux tant qu'il le peut encore. Cependant, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire car, bien qu'il ait ses souvenirs et ses compétences de combat de sa vie passée, cela seul ne suffira pas. Il doit se préparer à commencer l'excavation dès que possible, mais il n'a aucune idée de comment faire dans sa situation actuelle. Juste à ce moment-là, Jouéon voit un ensemble de lumières brillantes juste devant son visage, et au début il pense qu'il hallucine, mais ensuite la lumière change de forme et l'appelle un voleur qui peut à peine tenir une pelle. Jouéon réalise que cela doit être l'œuvre d'une relique et il suppose que c'est ce corbeau qu'il a rencontré juste avant de mourir, donc il se lève et lui crie de se montrer et d'arrêter de se cacher. Cependant, rien n'apparaît après tout ce qu'il dit, et la seule chose qui change est que son panneau système affiche désormais une barre de progression lui indiquant qu'il est à un quart du déverrouillage d'une compétence d'espion. La mission dit qu'il est maintenant capable de détecter tout ce qui l'entoure dans un rayon de 1 mètre. Jouéon pense toujours que Corbeau est derrière cet écran de statut et lui dit d'arrêter de traiter sa vie comme un jeu, mais ensuite l'écran change pour lui dire qu'il doit déverrouiller les 4 compétences de base dont tout pilleur de tombeau a besoin. Jouéon réalise qu'il est le seul à pouvoir voir le panneau, et maintenant qu'il y prête vraiment attention, il réalise qu'il voit vraiment tout dans un rayon de 1 mètre avec une clarté cristalline, même les plus petits détails autour de lui se démarquent comme jamais auparavant, ce qui rend évident que cette capacité est déjà en train de faire effet. Il se souvient que c'était l'une des capacités qu'il avait obtenues de la relique d'archéologue qu'il avait trouvée dans sa dernière vie, et bien que la relique ait disparu, il semble que la capacité soit toujours là d'une manière ou d'une autre, et puisqu'il est dit qu'il n'est qu'à un quart de la mission, cela doit signifier qu'il y a 3 autres compétences qui lui restent à déverrouiller. Juste à ce moment-là, quelqu'un vient le chercher dans la cellule, et il s'avère que c'est Jian Wu, un détective dont Jouéon était ami à l'époque. Jian Wu a entendu parler de ce qui s'est passé, et il a réussi à faire libérer Jouéon en prouvant que le gamin était un arnaqueur en série qui provoque les gens en combat tout le temps et exige un règlement ensuite. Jian Wu était l'une des rares personnes à avoir réellement pris soin de Jouéon jusqu'à la fin, donc Jouéon est vraiment heureux de le revoir après sa vie passée pleine d'épreuves. Alors que Jian Wu et Jouéon rentrent du poste, Jouéon demande à Jian Wu s'il a entendu parler de quelque chose d'étrange qui se passe récemment. Jian Wu n'a aucune idée de ce dont il parle et lui dit qu'il ferait mieux d'aller voir un diseur de bonne aventure pour ce genre de choses, et avec ce genre de réponse, Jouéon peut confirmer que les utilisateurs de reliques ne sont vraiment pas encore apparus. Après cela, Jouéon dit au revoir à Jian Wu pour la nuit, et il suppose que les tombeaux ont dû déjà commencer à apparaître comme la dernière fois, mais les gens ne les ont tout simplement pas encore découverts, et si c'est vraiment le cas, alors c'est le moment parfait pour lui de passer à l'action. Chaque minute qui passe est une chance de plus pour quelqu'un d'autre de découvrir l'un de ces tombeaux en premier, donc il ne peut pas se permettre de perdre du temps. Cependant, il a toujours un problème majeur, l'argent. La plupart des premières reliques se trouvent en Europe et en Amérique, donc il doit réunir assez d'argent pour un billet d'avion, et il réfléchit à comment obtenir l'argent pour cela, mais soudain, alors qu'il tourne dans une ruelle pour rentrer chez lui, il tombe sur Park, l'une des personnes qui l'ont tourmenté à son petit boulot. À l'époque, Jouéon avait désespérément besoin d'argent, donc il avait été forcé de travailler dans une galerie d'art appartenant à la sœur de Park, et lui et ses copains s'assuraient de faire de sa vie là-bas un cauchemar chaque fois qu'ils en avaient l'occasion. Maintenant, ils ont l'intention de tabasser Jouéon pour le plaisir juste parce qu'ils le peuvent, mais ils n'ont aucune idée que Jouéon n'est plus le faible sans caractère qu'il était dans sa vie précédente. L'un d'eux lève la main pour gifler Jouéon au visage, mais Jouéon le devance et frappe le gars si fort qu'il tombe au sol. Park n'arrive pas à croire que Jouéon ose vraiment riposter, donc il se précipite sur lui, avec l'intention de lui donner une leçon. Cependant, Park reçoit un coup de poing dans le ventre qui lui coupe le souffle, puis Jouéon lui donne un coup de genou au visage pour faire bonne mesure.
Les autres commencent à se demander comment Jouéon est devenu si bon au combat, mais ils supposent qu'il n'a aucun moyen de tous les battre s'ils se ruent sur lui en même temps. Cependant, ils se sont lourdement trompés car Jouéon procède à les nettoyer tous, sans même transpirer. Park est tellement furieux qu'il sort un couteau sur Jouéon, et les autres essaient de le calmer car, oui, ils voulaient tabasser Jouéon, mais ça va être grave s'ils finissent vraiment par le tuer. Cependant, Park est trop en colère pour s'en soucier maintenant. Jouéon n'est pas si inquiet que Park sorte un couteau sur lui car il est assez compétent pour gérer cela, mais ce qui l'inquiète, c'est le fait que le couteau qu'il tient est un artefact et il n'a aucune idée de comment Park a mis la main dessus, d'autant qu'il n'a aucune idée que c'est une relique. Il est possible que quelques reliques se soient naturellement glissées dans la société humaine, et c'est quelque chose dont il va devoir se méfier à l'avenir, mais pour l'instant, comme c'est juste Park qui tient le couteau, il n'y a rien à craindre car le lui voler va être un jeu d'enfant. Park se jette sur Jouéon et tente de le taillader, mais Jouéon esquive magistralement toutes ses attaques et le désarme en moins de 10 secondes, et maintenant qu'il a le couteau en sa possession, il décide de montrer à ses gorilles ce qu'une relique peut vraiment faire. Alors qu'il active le couteau, celui-ci renforce son corps, lui permettant de voir tous les points faibles de ses adversaires, tout en augmentant sa vitesse et son agilité, et avec cet avantage, il est capable de se précipiter en avant et de taillader les gorilles de Park à multiples reprises sans qu'aucun donne le temps de réagir. Bien sûr, il a pris soin d'éviter de toucher des organes vitaux car il ne voulait pas les tuer, mais le fait que Jouéon soit réellement prêt à les poignarder effraie tellement le groupe qu'ils ne sont plus disposés à se battre. Cependant, Jouéon n'est pas du genre à les laisser s'en tirer aussi facilement, alors il les dévalise carrément. Un peu plus tard, Park appelle sa sœur pour lui raconter ce qui s'est passé, mais elle a du mal à croire que Jouéon ait pu battre 3 personnes tout seul et les voler ensuite. Park commence à lui raconter toutes les choses bizarres qu'a faites Jouéon, y compris comment il s'est mis à bouger beaucoup plus vite après avoir volé le couteau pour une raison quelconque, mais elle n'est pas vraiment intéressée par les détails et demande simplement à Park combien Jouéon a réussi à lui voler. Park lui dit que Jouéon a volé tout l'argent de son compte ainsi que le couteau et la statue de Bouddha qu'il avait sur lui, et sa sœur se moque un peu de tout ce reste, mais elle panique quand elle apprend que Jouéon a pris la statue de Bouddha parce que cette chose était vraiment importante, et elle crie sur Park pour qu'il aille trouver un moyen de la récupérer. Le lendemain matin, Jouéon se rend chez un prêteur sur gage pour vendre la statue bouddhiste, mais à sa grande déception, il découvre que c'est essentiellement un morceau de camelote bon marché, donc ça ne vaut pas grand-chose. Il commence à se demander pourquoi Park transportait quelque chose d'aussi inutile, mais juste à ce moment-là, son panneau système s'ouvre et active sa compétence d'espionnage, lui permettant d'analyser la statue et de découvrir qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Jouéon commence à tripoter la statue un peu plus, et après quelques sondages, un compartiment secret se révèle d'où tombe à terre une petite pochette de la spéciale de Walter White. Jouéon peut immédiatement identifier ce que c'est, et il comprend que cela doit signifier que toute la galerie d'art que possède la sœur de Park doit être une opération de trafic de drogue, alors il décide d'appeler Jianwo. Un peu plus tard, la sœur de Park est dans son bureau en train de passer un appel téléphonique à son patron pour essayer d'expliquer comment elle a perdu l'un des échantillons de drogue, mais soudainement, la police fait irruption avec Park et des menottes, et ils sont là pour l'arrêter parce qu'ils ont déjà conclu qu'il s'agit d'une opération de drogue. Elle tente de se sortir de cette situation par un bluff en affirmant que la police n'a aucune preuve reliant des drogues à elle, et elle compte sur le fait que tous ces entrepôts sont verrouillés par des mots de passe sécurisés, donc il n'y a aucun moyen que la police ait pu y entrer pour trouver les drogues. Cependant, malheureusement pour elle, elle n'a pas pris en compte le fait que, comme Jouéon a travaillé pour elle pendant longtemps, il connaît tous les codes d'accès des entrepôts, donc il a pu les déverrouiller, et la police a trouvé un tas de drogues cachées à l'intérieur des œuvres d'art qu'elle avait en stock, ce qui est plus que suffisant pour la mettre derrière les barreaux pour longtemps. En raison de son aide pour faire tomber le réseau de drogue, Jouéon reçoit une récompense de 10 millions de yens, et il en est plutôt content. Comme cela couvre le capital de départ dont il va avoir besoin pour commencer ses entreprises d'excavation, il prévoit de commencer à travailler là-dessus demain, mais alors qu'il rentre chez lui, il est choqué de découvrir que son appartement a complètement disparu car une structure géante a émergé juste au-dessus. Jouéon ne s'inquiète pas tant pour ses affaires, mais plutôt pour le fait qu'un tombeau soit déjà apparu dans ce pays, et il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. Pendant ce temps, en bas de la base du tombeau, une femme nommée Linda Walker, venue d'Amérique, vient d'arriver sur les lieux, et elle dit au QG qu'ils ont eu de la chance avec celui-ci car il semble que le gouvernement de ce pays n'ait pas encore réalisé à quel point les tombeaux sont précieux. Donc il devrait être facile pour eux de s'emparer du trésor pour eux-mêmes. Cependant, alors qu'elle dit cela, elle remarque un homme nommé Rui à proximité, et les deux semblent se connaître car, tout comme Linda, Rui fait partie des très rares à connaître les tombeaux, et il n'a pas l'intention de laisser passer une chance comme celle-ci. Le fait qu'il y ait des gens qui connaissent les tombeaux aux alentours rend le plan de Jouéon plusieurs fois plus difficile qu'il ne l'était déjà, mais il entend Linda mentionner que son groupe apporte des explosifs pour essayer de forcer l'entrée, et sur cette base,
Jouéon peut dire que les gens n'ont pas encore compris comment traiter correctement les tombeaux, et Jouéon prévoit de profiter de cela pour vider le tombeau avant qu'ils aient une chance de le repérer. Jouéon trouve une section de glyphes du tombeau dont il prédit qu'elle mènera à l'entrée, alors il commence à les suivre. Les glyphes du tombeau sont essentiellement le langage des reliques, et les reliques adorent beaucoup écrire sur elles-mêmes, donc si vous faites attention à ce que disent les glyphes, vous devriez être capable de comprendre exactement comment vider n'importe quel tombeau. Jouéon finit par trouver la section qui est censée être l'entrée principale, alors il sort son couteau et taillade le pilier pour ouvrir le tombeau, et alors qu'il fait cela, le sol commence à trembler et une lumière aveuglante jaillit du sol. Rui et Linda voient tous les deux cela se produire et ils sont tous les deux absolument stupéfaits car aucun d'eux n'a jamais vu quelque chose de tel se produire avec un tombeau auparavant, mais ils ne sont pas prêts de manquer leur opportunité de s'emparer de l'artefact. Alors ils sautent tous les deux sans hésiter avant que la porte ne se ferme. Pendant ce temps, à l'intérieur, Jouéon s'est déjà frayé un chemin jusqu'à la zone principale du tombeau, et grâce au glyphe, il a pu comprendre que celui-ci est basé sur l'histoire du garçon qui a laissé tomber sa hache dans la rivière et à qui on en a proposé une en or et une en argent à la place, donc il a une bonne idée de la manière dont il est censé passer l'épreuve. Il commence par jeter son couteau dans l'eau, et alors qu'il fait cela, un serpent géant émerge, demandant qui a encore perdu un trésor dans son lac. Jouéon attire son attention, et une fois que le serpent le repère, il commence l'épreuve et ouvre sa bouche pour révéler deux couteaux, demandant à Jouéon lequel de ceux-ci est le sien. Jouéon sait que le piège de ce test est que s'il accepte celui en or ou en argent, sachant qu'il n'est pas le sien, le serpent va le manger, alors il admet qu'aucune des lames n'est la sienne, et le serpent le félicite pour son honnêteté avant de sortir le vrai couteau de Jouéon. Selon la légende originale, après qu'il ait confirmé que c'est bien son couteau, le serpent est censé le récompenser en lui accordant à la fois les armes en argent et en or, mais Jouéon ne veut pas faire les choses de cette façon, alors au lieu de confirmer que le couteau est le sien, il l'attrape et taillade la bouche du serpent. Le serpent crie de douleur et exige de savoir ce que Jouéon pense faire alors qu'il était sur le point de réussir l'épreuve, mais Jouéon dit qu'il ne fait pas confiance à tout ce que disent les reliques. Après tout, même s'il avait joué le jeu et réussi l'épreuve du serpent de la bonne manière, il est à peu près sûr que toute récompense que le serpent lui aurait fournie l'aurait transformé en un tueur dérangé. Le serpent n'arrive pas à croire que Jouéon connaisse réellement sa malédiction secrète, mais Jouéon se souvient que dans sa vie antérieure, la relique du serpent a été obtenue par cette femme américaine, et elle a fini par devenir une tueuse en série à cause de cela. Donc il n'est pas prêt de laisser cela lui arriver aussi. Jouéon saute alors en l'air et plante le couteau en plein dans le crâne du serpent et lui ordonne d'admettre sa défaite et d'en finir rapidement. Le serpent refuse d'abandonner et de laisser Jouéon le réclamer, alors Jouéon enfonce le couteau encore plus profondément et lui dit qu'il n'a pas le choix ici. Le serpent commence à se débattre dans la douleur et tente de secouer Jouéon, mais Jouéon refuse absolument de lâcher prise. Il y a deux façons pour un pilleur de tombeaux d'obtenir une relique, soit en ayant une haute affinité et en faisant accepter à la relique de le rejoindre, soit en utilisant la domination et en battant essentiellement la relique jusqu'à ce qu'elle soit forcée d'obéir à vos ordres. La plupart des pilleurs essaient d'acquérir le plus d'affinité possible car c'est le moyen le plus facile d'obtenir une relique à leur côté sans combat, mais ayant appris la véritable nature des reliques dans sa vie antérieure, Jouéon n'a aucune intention d'essayer de s'entendre avec les reliques du tout. Le serpent continue d'essayer de toutes ses forces de s'éloigner de Jouéon, mais en vain, et avant longtemps, le serpent perd la force de riposter et est forcé de se soumettre à Jouéon, se transformant en la relique de la hache en or et en argent. Ayant réussi à excaver ce tombeau, Jouéon a maintenant 3 de ses 4 compétences de pilleur de tombeaux débloquées, donc il n'en a plus besoin que d'une maintenant, mais il ne sait pas comment s'y prendre, donc il s'apprête à chercher des informations, mais juste à ce moment-là, il reçoit une notification lui indiquant qu'il vient de recevoir le titre de maltraiteur de reliques, et par conséquent, sa domination a augmenté, mais son affinité a également été réduite. Jouéon ne se soucie pas que son affinité soit réduite, mais il déteste le fait qu'on l'appelle un maltraiteur, alors il crie après le système pour lui faire passer un mauvais rôle. Juste à ce moment-là, Jouéon entend des pas s'approcher, et il ne veut pas être repéré ici, alors il se cache immédiatement pendant que Linda et Rui entrent dans la salle du boss. Rui est excité et s'approche du lac avant de laisser tomber une relique dans l'eau pour pouvoir commencer l'épreuve. Linda demande ce qu'il fait, alors Rui explique que le prophète de son groupe lui a dit que tout ce qu'il aurait à faire serait de jeter une relique dans le lac pour que les choses commencent, mais rien ne se passe pour le moment. Linda est surprise d'apprendre que le groupe de Rui possède vraiment une relique de prophétie, mais juste à ce moment-là, toute la grotte commence à trembler et il semble qu'elle soit sur le point de s'effondrer, alors Linda et Rui prennent la fuite pour s'échapper avant d'être enterrés vivants. De retour en ville, les gorilles de Park sont tous au bureau, paniquant car ils ne savent pas quoi faire maintenant que Park et sa sœur ont été arrêtés. Ils n'ont aucun moyen de gérer l'entreprise par eux-mêmes, et ils ne savent pas comment gagner de l'argent autrement, alors ils se mettent à maudire Jouéon pour avoir causé tout cela. Cependant, juste à ce moment-là, Coria reçoit un appel de Jouéon, et ils paniquent tous car ils ont peur de Jouéon après la raclée qu'il leur a infligée la dernière fois,
mais ils répondent quand même parce qu'ils ont aussi peur de ce qu'il pourrait leur faire s'ils ne répondent pas à ses appels. Jouéon leur crie immédiatement dessus pour avoir mis si longtemps à répondre et les menace de les tabasser pour cela. Il leur dit qu'il a une petite commission qu'il veut qu'ils fassent pour lui chez Midas, mais quand Corilla entend le mot Midas, il panique parce qu'il se souvient que Midas est la plus grande maison de vente aux enchères du monde située à Las Vegas, et si Jouéon peut y entrer, alors il devrait pouvoir découvrir ce que Tajoun manigance en ce moment. Il leur demande d'aller à la vente aux enchères de ce mois-ci et de chercher un homme utilisant l'alias Jacques Quément puisqu'il sait que c'était l'alias de Tajoun, mais Corilla demande comment ils sont censés accéder à un événement aussi haut de gamme, et Jouéon lui dit qu'il va devoir trouver un moyen par lui-même. Bien sûr, Jouéon les paiera bien pour le travail, donc les frais ne seront pas un problème, et il ne leur donne pas vraiment le choix ici car soit ils font ce qu'il dit, soit il les bête à mort parce qu'il n'a pas oublié toutes les fois où ils l'ont harcelé avec Park. Le lendemain matin, Jouéon achète tout l'équipement dont il va avoir besoin pour son prochain raid de tombeau, mais alors qu'il sort du magasin, il finit par percuter Rui. Il est surpris de le voir ici, mais si Rui est dans les parages, alors cela doit signifier qu'un autre tombeau est sur le point d'apparaître car Jouéon se souvient qu'à cette époque, le groupe de Rui possédait un artefact de prophétie qui pouvait les informer de ce genre de choses à l'avance. Il remarque également que Rui lui-même semble avoir un artefact, et il ne sait pas ce qu'il fait, mais il va le voler quoi qu'il arrive. Pour créer une diversion, Jouéon asperge sa boisson sur Rui, et tout en faisant semblant de l'aider à se nettoyer, il lui pickpocket l'artefact, et avant même que Rui ait eu une chance de réaliser que quelque chose n'allait pas, le sol commence à trembler alors que le tombeau se manifeste, donc Jouéon s'enfuit, laissant Rui confus. Un instant plus tard, Rui reçoit un appel du QG lui disant qu'une nouvelle prophétie vient d'arriver, donc il voulait l'informer qu'il doit faire attention car la même personne qui l'a battu pour le tombeau précédent est à proximité, et en entendant cela, Rui réalise que la personne en question doit avoir été Jouéon. Au fur et à mesure que le tombeau se manifeste, des dizaines d'épées commencent à apparaître de nulle part, et en un rien de temps, Jouéon et un groupe de personnes quelconques se retrouvent piégés au cœur du tombeau. Jouéon peut immédiatement sentir une aura malveillante l'entourer, il peut donc dire que la relique à laquelle appartient ce tombeau doit être particulièrement malfaisante. En considérant toutes les armes brisées autour de lui, il déduit que ce tombeau doit avoir un lien avec la légende de Muramasa. La famille Muramasa était une famille de forgerons d'épées dans le Japon ancien, et leurs épées étaient réputées pour leurs tranchants exceptionnels, mais si cela a d'abord apporté la renommée à la famille, cela a aussi conduit à sa ruine, car ils ont été tués par les épées mêmes qu'ils avaient créées. Selon toute vraisemblance, la relique qu'ils recherchent devrait être l'épée qui a servi à abattre la famille, mais la trouver ne va pas être facile quand cet endroit est rempli d'innombrables doubles, et en plus de cela, le système fait soudainement apparaître une notification, l'avertissant que l'énergie à l'intérieur de ce tombeau est corrosive et a déjà commencé à endommager sa peau, donc si Jouéon reste ici trop longtemps, il subira des blessures encore plus graves. Au début, il ne pense pas que cela va être un si gros problème, puisqu'il n'a qu'à trouver la relique le plus rapidement possible et sortir d'ici, mais cela s'avère être beaucoup plus difficile qu'il ne le pensait, car cet endroit est absolument immense. Il pensait avoir un avantage pour trouver les reliques, puisque la hache dorée a une capacité qui lui permet de raisonner avec d'autres artefacts, mais à ce rythme, il ne s'approchera jamais assez près pour en localiser précisément l'emplacement. Il regrette de ne pas avoir simplement attendu et suivi ce type, pour qu'il le mène jusqu'à la relique, mais juste à ce moment-là, Jouéon entend les cris d'un groupe de personnes à proximité. Il se précipite pour voir ce qui se passe, et c'est là qu'il trouve un groupe de civils piégés dans une fosse, dont l'un a été possédé par une épée maudite. Elle continuera probablement à attaquer les gens jusqu'à ce qu'ils soient tous morts, s'il n'intervient pas bientôt, mais ces personnes ne se sont pas retrouvées là-bas toutes seules, donc Jouéon suppose que Rui a dû les sacrifier pour progresser dans le tombeau. Pour confirmer sa théorie, il crie dans le trou et demande aux gens si un type louche les a poussés là-dedans, et l'un des hommes lui dit que c'est exactement ce qui s'est passé, et ensuite, après les avoir poussés, ce pont est apparu de nulle part. Pour l'instant, Jouéon décide d'aider à secourir les gens, afin qu'ils puissent lui montrer par où Rui est passé, et pour ce faire, il décide de tester l'artefact en corde qu'il a volé à Rui plus tôt. En prime, le fait d'avoir pickpocketé Rui plus tôt a valu à Jouéon une compétence de dextérité, qui était la dernière compétence nécessaire pour son kit de départ de pilleur de tombes, donc le système le félicite d'avoir rempli les conditions et informe Jouéon qu'une récompense l'attendra une fois qu'il aura quitté les ruines. Il a hâte de voir ce qu'il obtiendra quand il en aura fini ici, mais d'abord, il doit s'occuper de ce gâchis, alors il glisse dans la fosse. Alors que la fille se tourne pour l'attaquer, Jouéon la repousse avec son couteau. Il pourrait gagner ce combat facilement, mais il ne veut pas vraiment lui faire de mal, car il sait qu'elle n'est qu'une victime de la malédiction de ce tombeau, donc au lieu de la tailler en pièces, Jouéon utilise la corde pour l'attacher. Une fois qu'elle est complètement entravée, elle sort enfin de la malédiction. Maintenant qu'elle est prise en charge, Jouéon se tourne vers les autres et demande si l'un d'eux a vu dans quelle direction Rui est allé,
et un homme a justement vu qu'il avait pris ce chemin et était entré dans une grotte. Jouéon pense que Rui doit se diriger droit vers l'emplacement de la relique. Juste à ce moment-là, la fille que Jouéon a attachée l'appelle et lui demande s'il peut la libérer maintenant, car cette corde est vraiment étrange et elle est revenue à la normale maintenant. Jouéon ne voit pas de raison de la maintenir entravée, alors il dit à la corde de la libérer, et elle retourne lentement à son poignet, bien qu'à contre-cœur. Jouéon se tourne alors vers les gens et leur dit qu'il va les aider à sortir d'ici, mais d'abord, il a besoin de leur aide pour trouver Rui, et de cette façon, ils pourront le rembourser pour ce qu'il a fait pour eux. Pendant ce temps, de l'autre côté du tombeau, Rui est actuellement en route pour trouver l'épée de Muramasa, et il dit qu'il est content d'avoir éliminé tous ses témoins tant qu'il en avait l'occasion, car maintenant tout ce qu'il a à faire est d'obtenir l'épée, et ensuite il pourra sortir d'ici et trouver Jouéon, pour l'éliminer pour avoir osé le tromper. Cependant, malgré tous ses rires maniaques, même après avoir cherché pendant un moment, il n'a toujours pas réussi à trouver la vraie Muramasa, car il y a des tonnes d'épées brisées en double qui traînent ici, et il n'a aucune idée de à quoi la vraie est censée ressembler. Il a passé tellement de temps à chercher ici que Jouéon et les autres ont réussi à le rattraper, et dès que les gens aperçoivent Rui, ils se rassemblent tous et se jettent sur lui. Rui les supplie d'arrêter, mais la foule est trop enragée pour s'en soucier, et alors qu'il continue à le frapper, il commence à se demander comment cela a pu arriver, puisqu'aucune de ces personnes n'aurait dû pouvoir s'échapper de cette fosse, mais il voit alors Jouéon le regarder avec un énorme sourire sur le visage, et il comprend enfin que c'est lui qui est derrière tout cela. Puisque Jouéon sait que la relique doit être dans les parages, il active sa hache et l'utilise pour scanner la zone, afin de trouver Muramasa, et il ne lui faut pas longtemps pour la localiser. Mais quand il la ramasse, il entend soudain la voix de la hache le félicitant de l'avoir trouvée, et lui disant que, pour revendiquer son pouvoir, Jouéon devra tremper la lame dans le sang de 10 humains. Jouéon rit et demande si c'est l'épreuve ici, et Muramasa confirme, disant que le sang des humains est la seule chose qui peut la satisfaire. Elle dit ensuite à Jouéon de se dépêcher de tuer ces humains là-bas, mais Jouéon refuse catégoriquement, et commence à utiliser la domination pour forcer Muramasa à se soumettre. Muramasa tente de résister, mais Jouéon est bien trop fort, et avant longtemps, Muramasa est forcé de réabsorber toutes ses copies et de se restaurer sous le commandement de Jouéon. Jouéon aide ensuite les gens à s'échapper de la fosse, comme il l'avait promis, mais alors qu'il grimpe, il remarque une silhouette familière qui tente de s'enfuir avec eux, alors il attrape Rui et lui dit qu'il ne va nulle part. Rui réalise qu'il est complètement à la merci de Jouéon ici, alors il commence à essayer de le convaincre de le laisser partir, et propose de dire du bien de lui auprès de son gouvernement, pour que Jouéon soit bien récompensé. Il propose même d'obtenir pour Jouéon la relique de la prophétie, et Jouéon lui demande comment il compte faire ça, alors que la relique ne peut être utilisée que par son propriétaire, mais Rui dit qu'il y a une entreprise qui peut s'en occuper pour lui. En l'entendant mentionner une entreprise qui soutient les pilleurs de tombes, Jouéon presse Rui pour obtenir plus d'informations, et quand il découvre que l'entreprise en question était KBM, l'entreprise appartenant à Tajun, il a entendu tout ce qu'il avait besoin d'entendre, et donne un coup de pied à Rui en plein dans le ventre, lui faisant cracher une bouffée de sang. Il prend ensuite la corde et laisse Rui dans le trou pour y rencontrer sa fin, avant d'ordonner à Muramasa de sceller le tombeau, enterrant Rui sous un tas de décombres tandis que tout le monde réussit à sortir vivant. L'histoire officielle que les médias relaient est que toute l'affaire a été causée par un tremblement de terre ordinaire, mais de nombreux survivants rapportent avoir vu d'innombrables épées apparaître sur les murs, ainsi qu'un Japonais qui prétendait faire partie de la JSDF et qui a essayé de les tuer. Le Premier ministre japonais est fou de rage, car avec le désastre causé par l'échec de Rui, la vérité sur les tombeaux est sur le point d'être exposée, et pire encore, avec ce que Rui a fait à ses civils, la réputation du Japon est absolument terrible maintenant. Il exige des explications du capitaine de la force de défense, et le capitaine dit qu'il y a eu une interférence inattendue de la part de l'homme dont la prophétie parlait. Mais le Premier ministre s'en moque, car c'était leur travail de se débarrasser de ce type en premier lieu. Le capitaine de la défense admet qu'il a échoué dans son objectif, mais il dit qu'ils peuvent encore éliminer Jouéon, puisque, avec le livre de prophétie, ils peuvent suivre ses mouvements et le cibler directement. Pendant ce temps, dans la salle de bain d'un motel, Jouéon fait une pause pour évaluer l'étendue de ses blessures, et c'est assez grave. Le poison de la relique s'est déjà répandu sur tout son bras, et le fait qu'il ait utilisé la domination sur Muramasa a empiré les choses. La domination est une épée à double tranchant, bien qu'elle lui permette d'ignorer les épreuves des reliques et de forcer les reliques à se soumettre à lui, elle a un inconvénient, car plus la relique est puissante, plus elle peut résister et riposter, et si Jouéon continue à faire les choses de cette façon, il réalise que son corps ne tiendra pas longtemps. Juste à ce moment-là, le système réapparaît et dit à Jouéon que sa récompense est enfin prête, et il lui donne le choix entre une récompense de la voie de l'affinité ou une récompense de la voie de la domination. Jouéon sélectionne évidemment la récompense de la voie de la domination, car même si cela l'endommage, dominer les reliques reste bien mieux que d'être manipulé par elles, et le système procède à l'attribution de sa récompense,
qui s'avère être une pilule. Le système l'informe qu'il s'agit d'une relique consommable de haut grade, et Jouéon est un peu sceptique quant à la pilule au début, mais il se dit simplement, si je meurs, et l'avale quand même. Soudain, il sent la pilule faire effet dans son corps, et le poison de la relique dans son bras commence lentement à s'estomper. Le système l'informe alors qu'il a acquis une compétence de tolérance, qui le rend plus résistant au poison des reliques que la normale, et Jouéon est stupéfait, car la résistance au poison des reliques est l'une des meilleures choses qu'il aurait pu recevoir. Il ne peut s'empêcher de se demander pourquoi le système Corbeau est prêt à l'aider autant, puisque lui faciliter les choses n'aiderait en rien le Corbeau, mais il décide d'accepter les choses telles qu'elles sont pour l'instant. Juste à ce moment-là, le système informe Jouéon qu'une relique de grade S vient de le verrouiller et est en train de lire son avenir, et en apprenant cela, Jouéon réalise immédiatement qu'il doit s'agir du livre de prophétie. Il ne crée pas de tombeau comme les autres reliques, et choisit plutôt son propriétaire et apparaît devant lui de manière discrète. La personne que le livre a choisie à ce moment-là était une fille nommée Yuka Sasaki, et après que le gouvernement japonais ait découvert son pouvoir, ils lui ont offert un soutien énorme en échange de l'utilisation du pouvoir de prophétie pour les aider dans les excavations. Au début, cela ressemblait à une fin heureuse, mais Yuka n'a jamais été très bonne pour étudier, il lui était donc très difficile de déchiffrer la langue ancienne du livre lors de la lecture des prophéties. Quand un autre prophète est apparu, Yuka a été tuée et rejetée, parce qu'elle était devenue inutile. Puisque le livre de prophétie le suit maintenant, Jouéon décide de se rendre au Japon pour l'affronter directement, et le lendemain matin, quand vient le moment pour Sasaki de faire sa lecture prophétique quotidienne, elle est horrifiée de trouver les pages remplies de messages lui disant qu'elle va mourir. Jouéon a passé involontairement toute la nuit à écrire des menaces contre la vie de Sasaki, car il savait que le livre ne ignorerait pas quelque chose comme ça, et par conséquent, en apprenant qu'il est au Japon, la force de défense ne perdrait pas de temps à venir aussi après lui. Cependant, il est un peu surpris qu'ils attendent si longtemps pour agir, car il pensait qu'ils l'auraient déjà attaqué. Il s'avère qu'ils attendaient Sasaki, car ils veulent l'envoyer comme serveuse pour servir Jouéon. Sasaki ne comprend pas pourquoi elle doit être celle qui fait ça, alors que Jouéon en veut à sa vie, mais ils expliquent que Jouéon ne sait probablement pas à quoi elle ressemble, donc il n'attaquera pas tout de suite, et si elle peut bien regarder son visage, sa relique de prophétie devrait pouvoir le verrouiller complètement, lui donnant une meilleure compréhension de ce qu'il prépare. C'est un plan risqué, mais Sasaki n'a pas d'autre choix que de s'y plier, alors elle entre en se faisant passer pour une serveuse. Cependant, dès qu'elle voit le visage de Jouéon, elle tombe amoureuse au premier regard, parce qu'il est si beau. Jouéon peut immédiatement dire que Sasaki est l'utilisatrice de la prophétie, grâce à l'aura spéciale qui l'entoure, et il est surpris que la force de défense tenterait quelque chose d'aussi audacieux que d'envoyer sa cible s'asseoir si près de lui. Mais cela ne change pas grand-chose, et il commence à tendre la main vers son arme. La force de défense est sur le point de se précipiter pour sauver Sasaki, mais soudain, Sasaki claque la porte et dit à Jouéon qu'elle est amoureuse de lui. Jouéon ne s'attendait vraiment pas à ce que Sasaki commence à flirter de nulle part, surtout pas alors qu'il était sur le point de la tuer, mais cela tombe parfaitement pour lui, car si Sasaki est de son côté, alors il n'a rien à craindre du livre de prophétie. Il se ferait ensuite un chemin hors de la pièce et attache le garde posté à l'extérieur, avant de s'en aller avec Sasaki. Sasaki avait initialement supposé que Jouéon ne savait pas qu'elle était l'utilisatrice de la prophétie, puisqu'elle ne s'était jamais révélée, et comme il semblait si gentil, elle était sûre qu'il n'y avait aucun moyen qu'une personne comme lui veuille la tuer. De plus, puisqu'elle l'a déjà regardé dans les yeux, elle pourra désormais verrouiller directement son avenir, donc Jouéon ne pourra pas la tuer, mais elle ne peut rien faire pour l'instant, car elle a oublié le livre à la maison. Sasaki croyait vraiment qu'elle allait juste passer un bon rendez-vous avec Jouéon, mais dès qu'ils ont tourné dans une ruelle, Jouéon a sorti son épée et l'a brandie contre le cou de Sasaki pour la menacer. Sasaki n'arrive pas à croire que cela arrive, mais Jouéon lui dit qu'il sait déjà qu'elle est l'utilisatrice de la prophétie, et si elle ne veut pas être blessée, il sera dans son intérêt de faire ce qu'il dit. Sasaki n'a pas vraiment le choix dans cette situation, alors elle accepte d'écouter Jouéon, et la première chose qu'il lui dit de faire est de lui donner son téléphone portable. Sasaki le lui donne sans résistance, et Jouéon le fracasse immédiatement par terre, pour que les responsables de Sasaki ne puissent pas la localiser pendant un moment, et après cela, il l'emmène dans un restaurant, afin qu'ils puissent continuer leur rendez-vous. Jouéon fait asseoir Sasaki dans un box privé et sort un carnet, avant d'expliquer qu'il veut qu'elle écrive mot pour mot chacune des prophéties actuelles écrites dans le guide du futur. Sasaki essaie de lui dire qu'elle ne peut pas faire ça, puisqu'elle a laissé le guide du futur à la maison, mais Jouéon lui dit que tout ce qu'elle a à faire pour l'invoquer est de tapoter le tatouage sur son bras et d'appeler le nom de la relique. Sasaki n'avait aucune idée que quelque chose comme ça était réellement possible, mais quand elle essaie, cela invoque effectivement la relique, comme Jouéon l'avait dit. Maintenant qu'elle a le guide du futur, Jouéon lui dit de commencer à écrire autant que possible. Sasaki est forcée d'écrire pendant des heures sans s'arrêter, et ses bras commencent à être fatigués, alors elle demande à Jouéon si elle peut faire une pause,
car son bras lui fait mal. Ou mieux encore, elle propose de le laisser simplement prendre le guide du futur, mais aussi tentant que cela puisse paraître, Jouéon ne peut pas faire ça. Le guide du futur est une relique de Gradès, et bien qu'il soit techniquement possible pour lui de la revendiquer en utilisant la domination, comme il l'a fait avec l'épée, cela lui causerait de graves conséquences. Jouéon dit à Sasaki de se dépêcher, mais juste à ce moment-là, il entend le bruit de quelques soldats qui approchent, alors il suppose que l'armée a finalement réussi à le localiser. Il n'y a plus qu'une chose à faire maintenant, il prévoit de s'assurer que personne ne puisse utiliser le guide du futur pour le surveiller. Sasaki est terrifié alors que Jouéon sort son épée, et le supplie de l'épargner, disant qu'elle lui serait bien plus utile vivante, mais Jouéon l'assure qu'elle n'est pas sa cible, et immédiatement après, il plonge son épée en plein dans le guide du futur. Le livre crie de douleur en réalisant qu'il est attaqué, mais il est déjà trop tard, car un instant plus tard, il est complètement détruit, et par conséquent, Sasaki s'évanouit. Jouéon a fait cela en partie comme une faveur pour Sasaki, car maintenant que le guide du futur a disparu, le gouvernement ici n'aura aucune raison de la garder sous surveillance ou de se débarrasser d'elle, donc elle pourra peut-être mener une vie relativement normale. Les soldats qui étaient là pour arrêter Jouéon font alors irruption, et le commandant est horrifié en voyant le guide du futur en lambeaux sur la table. Il crie sur Jouéon et lui dit qu'il va être exécuté pour cela, mais Jouéon n'est pas du tout inquiet, et sort simplement la relique de mochi qu'il a volée plus tôt, avant de la jeter aux soldats. Les effets du mochi produisent une odeur hautement addictive qui pousse toute personne affectée à désirer le mochi plus que tout au monde, et dans le cas des soldats, c'est plus que suffisant pour les faire se battre sans réfléchir pour l'obtenir. Jouéon sort simplement tranquillement pendant qu'ils sont occupés avec ça. Il rentre ensuite chez lui après cela, et pendant le vol en avion, il prend le temps de lire les prophéties que Sasaki a écrites. Parmi elles, il y en a une qui se démarque, car elle mentionne la grande tomification. Il se souvient de l'événement de sa vie antérieure, et il a à peu près provoqué l'engloutissement du monde entier par un tombeau géant, et a entraîné la circulation de bien plus de reliques. Selon la prophétie, en janvier, le moment sera venu pour le jardin de la cupidité, ce que Jouéon suppose doit faire référence à la vente aux enchères Midas à Las Vegas. Jouéon retrouve plus tard Sung-woo et les autres pour leur demander des nouvelles de l'enquête qu'il leur a demandé de faire, et ils ont réussi à réduire la liste de tous les participants possibles avec les initiales JK. Jouéon parcourt le document, et il trouve un type dont il est convaincu qu'il s'agit absolument de Tajun. Si Tajun est là, alors il doit y avoir une relique assez légendaire mise en vente à l'enchère. Jouéon feuillette le catalogue de la maison de vente aux enchères, mais il est un peu confus, car aucun des articles ici ne semble être de grade divin. Cela dit, il y a quand même quelque chose ici qui valent la peine d'être enchérir, donc Jouéon décide qu'il pourrait viser certains d'entre eux. Som pense que Jouéon doit plaisanter, car la plupart des articles de cette vente aux enchères commencent à 1 milliard, et il ne pense pas que Jouéon ait autant d'argent. Cependant, bien qu'ils aient raison sur le fait que Jouéon manque d'argent en ce moment, ils ne pensent pas que ce soit un gros problème, car, après tout, ils sont à Vegas, donc gagner un peu d'argent ne devrait pas être un problème. Le premier endroit où Jouéon se rend est les machines à sous du casino, et après avoir joué un moment, il a réussi à accumuler plus de 4 jackpots d'affilée. Les autres n'ont aucune idée de la façon dont Jouéon réussit à gagner autant, et cela attire tellement l'attention que même la sécurité du casino est appelée, car ils sont sûrs que Jouéon doit tricher d'une manière ou d'une autre. Cela dit, le casino ne peut pas simplement le mettre à la porte, puisqu'ils n'ont pas de preuves, alors l'agent de sécurité demande à Jouéon de se soumettre à une fouille. Jouéon n'a rien à cacher, alors il accepte, et effectivement, l'agent de sécurité ne trouve rien sur lui. L'attention de l'agent se tourne alors vers le petit bijou doré dans la main de Jouéon, et lui demande ce que c'est, alors il dit que c'est juste un truc qu'il a acheté à la boutique de cadeaux, parce qu'il aimait la couleur. L'agent ne voit rien de mal à cela, et comme il n'a rien trouvé sur Jouéon, il le laisse à contre-cœur retourner jouer. Mais en réalité, le canif est en fait la hache dorée, que Jouéon avait temporairement transformée pour la rendre plus facile à transporter. La capacité de la hache d'or lui permet d'attirer la richesse vers son utilisateur, ce qui signifie qu'aussi longtemps que Jouéon la tient, il ne peut pas perdre. Il pourrait continuer à gagner aux machines à s'il le voulait, mais il pense qu'il a déjà attiré trop d'attention ici, alors il décide de partir pour l'instant, et demande aux autres de rassembler tous les gains pour qu'ils puissent sortir. Juste à ce moment-là, un homme arrogant entre dans le casino, et Jouéon le reconnaît immédiatement, car c'est Ido Takuya, l'un des principaux laquais de Tajun, et l'homme qui entre après lui n'est autre que Tajun lui-même. Tajun n'a actuellement aucune idée de qui est Jouéon, puisqu'ils ne se sont jamais rencontrés dans cette chronologie, mais Jouéon va s'assurer que Tajun souffre pour tout ce qu'il lui a fait subir dans le futur. Juste alors, la hache d'argent commence à s'agiter, et tandis que la capacité de la hache d'or attire la richesse vers Jouéon, la capacité de la hache d'argent l'avertit quand quelque chose va lui prendre sa richesse, donc Jouéon peut dire que quelque chose de mauvais est sur le point d'arriver. Jouéon remarque alors un groupe de personnes autour de lui sombrer dans le désespoir, alors qu'elles commencent à perdre de l'argent inexplicablement,
et un instant plus tard, il repère la personne responsable de tout cela. C'est une belle femme nommée Irene Holton, et bien qu'elle ait l'air parfaitement normale, elle est en réalité la propriétaire d'une relique de grade divin. Dans la chronologie précédente, Jouéon se souvient que les propriétaires des reliques de grade divin étaient connus comme les rois du destin, de la conquête et de l'abondance, et enfin, Irene était connue comme la reine de la faillite. Partout où elle allait, les gens autour d'elle étaient victimes d'une série de malheurs inexpliqués, donc Jouéon veut rester aussi loin d'elle que possible, pour ne pas être affecté par son malheur aussi. Mais dès qu'Irene le repère, elle commence à poursuivre Jouéon, parce qu'il est la personne qu'elle cherchait. Jouéon essaie de sortir par la porte avant qu'elle ne l'atteigne, mais pour une raison quelconque, une présence inquiétante l'empêche de partir, et un instant plus tard, Irene rattrape Jouéon et lui attrape le bras avec excitation. Alors qu'elle fait cela, Jouéon reçoit une notification l'informant que sa chance est éclipsée par un grand malheur, et que ses reliques commencent à subir des dégâts. Jouéon se retire et dit à Irene de lâcher son bras. Irene s'excuse d'avoir touché Jouéon sans permission, et elle explique qu'elle espérait qu'il lui dirait son secret pour être si chanceux, puisqu'elle a entendu qu'il a gagné énormément de jeux il y a une minute. Jouéon essaie de faire l'ignorant et dit à Irene qu'il ne sait pas de quoi elle parle, mais Sung-woo et les autres ne comprennent pas pourquoi Jouéon voudrait rejeter une si jolie fille, alors ils essaient d'inviter Irene à déjeuner. Mais soudain, ils sont tous frappés de terribles maux d'estomac et s'effondrent par terre. Irene commence à s'excuser auprès d'eux, car elle n'avait pas l'intention que cela arrive. Jouéon s'enfuit vers la porte, car il ne veut pas finir comme ces trois-là, mais à cause de la malchance, il se cogne la tête contre celle-ci à la place. Irene lui demande s'il va bien, mais Jouéon lui dit que tout cela est sa faute pour commencer, et Irene en est consciente, c'est pourquoi elle voulait parler à Jouéon en premier lieu. Elle explique qu'elle a récemment remarqué que partout où elle va, le malheur s'abat sur les gens autour d'elle, alors elle voulait demander l'aide de Jouéon pour inverser sa chance, afin qu'elle puisse apporter bonne chance aux gens à la place. Jouéon est surpris d'entendre Irene dire cela, car elle ne ressemble en rien à l'Irene qu'il a connue dans sa vie antérieure. Juste à ce moment-là, l'écran de statut réapparaît et informe Jouéon que sa compétence de tolérance s'est activée, et qu'elle atténue actuellement les effets du malheur d'Irene. Comme il n'est plus affecté, cela donne une excellente idée à Jouéon. Rien qu'en étant près d'Irene, il peut renforcer sa compétence de tolérance, et en plus de cela, s'il l'emmène avec lui dans la salle des enchères, elle causera du malheur aux autres enchérisseurs et réduira la concurrence de Jouéon. Irene lui demande s'il est prêt à l'aider, et Jouéon dit qu'il peut l'assister, mais pour l'instant, il a un rendez-vous important, alors il lui demande si elle aimerait se joindre à lui. Irene est plus qu'heureuse de l'accompagner. Comme Jouéon l'espérait, grâce à la malchance d'Irene, la plupart des participants à la vente aux enchères ont été forcés de partir en raison de diverses urgences. Même Tajoun n'a pas été épargné, car l'une de ses usines a apparemment brûlé. Pourtant, il n'est pas parti, donc Jouéon prend cela comme un signe qu'il doit vraiment y avoir quelque chose qui vaut la peine d'être acheté ici. Pendant qu'il attend de voir ce qui va arriver, il réfléchit à tout ce qu'il a appris sur Irene jusqu'à présent, et il n'arrive toujours pas à comprendre qu'elle soit si gentille maintenant, mais que dans le futur, elle avait une personnalité absolument tordue. Elle ne semble pas non plus savoir quoi que ce soit sur les reliques, alors il se demande comment elle a mis la main sur une relique de rang divin en premier lieu, mais là encore, il est possible que la relique se soit accrochée à elle à son insu, et être forcée de vivre avec le malheur si longtemps est probablement ce qui a ruiné sa vie et en a fait une folle, d'autant plus qu'avec le fonctionnement de la relique, plus Irene est heureuse, plus les effets de son malheur deviennent graves. La vente aux enchères se déroule exactement comme Jouéon s'y attendait, et juste au moment où elle est sur le point de se terminer, l'hôte annonce qu'ils ont un article spécial à vendre qui a été omis de leur catalogue. Quand Jouéon le voit, ses yeux s'illuminent, car il peut dire qu'il s'agit d'une relique connue sous le nom d'arbre de vie.